pour Oui, une merci. deuxième question. Oui, une question un peu complémentaire. Merci, Monsieur le Président, de m'y autoriser. Vous partez sur un constat différent de celui qu'on avait jusqu'à présent, et ça rejoint la notion de vaccin-médicament. En conséquence, comme médicament, on réserve un médicament aux personnes malades. C'est dit éviter les formes graves chez les fragiles, parce que il n'y a pas d'effet sur la transmission. Or, nous, on nous a dit à plusieurs reprises que ce vaccin était efficace à 40% sur la transmission. On nous a cité des chiffres fondés sur des études. On a dit qu'il était efficace à plus de 90%, alors quand on a toutes les doses sur les formes graves, et seulement, effectivement, entre guillemets, à 40% sur les transmissions. Alors, ce n'étaient pas des études fiables, c'est des études que vous contestez, parce que si j'ai bien compris votre raisonnement, vous dites qu'il n'agit pas sur la transmission, c'est la raison pour laquelle, et c'est logique, il faut le cibler sur les personnes à risque, puisqu'il agit sur la gravité de la maladie. Et deuxièmement, vous craignez dans votre raisonnement, à vacciner de façon large la population, un échappement vaccinal. Est-ce qu'on a des études qui nous permettent de préciser cela de façon plus précise? Alors, c'est encore un éditorial et d'ailleurs, excusez-moi, mais pour question précédente aussi, pourquoi ne pas vacciner aussi tout le monde? Et donc, ça va compléter, c'est aussi justement pour cette pression de sélection sur les variants et donc le gaspillage de la ressource en termes d'efficacité sur les personnes à risque. Mais donc, je vais y répondre avec votre deuxième question. C'était encore un éditorial du New England Journal of Medicine qui rappelait bien qu'il n'y avait pas de mesure de l'efficacité sur la contagiosité dans les essais cliniques randomisés, qui sont des essais à fort niveau de preuve. Donc, enfin, moi, si vous voulez, dans la mesure où c'est pas évalué dans l'essai clinique randomisé, pour moi, c'est difficile derrière d'acter d'une quelconque ensuite efficacité. Ah non, mais il faudrait que je regarde. Si vous voulez, c'est pas parce que ce qu'il faut quand même rappeler, c'est pas parce que on présente. Je parle pas de ce qui vous a été présenté ou par qui. Ce que je veux juste dire, c'est que toutes les études ne se valent pas. Et il y a une gradation dans le niveau scientifique. Donc, on peut très bien, là, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps sur la soi-disant, je ne sais plus quoi, efficacité du masque. Mais c'est des études, si vous voulez, par exemple, rétrospectives, cas témoins, qui reposent sur des données déclaratives. Ce n'est pas un fort niveau de preuve. Et donc, quand vous mettez en place une intervention aussi massive, aussi coûteuse à tous les plans, il faut que cela repose sur un fort niveau de preuve. Les essais cliniques randomisés de forte puissance, que sont normalement les essais cliniques, donc par exemple sur la vaccination, ça, ce sont des forts niveaux de preuve normalement. L'effet du vaccin sur la contagiosité ne fait pas partie des critères, c'est même écrit noir sur blanc dans les reports d'essais cliniques des firmes. Donc, moi, je vous parle de gradation de niveau de preuve. Très certainement qu'on doit pouvoir trouver une étude qui mesure des plasmas et qui vous dit que oui, voilà. Mais si vous voulez, toutes les études ne se valent pas et donc c'est important de regarder le grade et la force de l'étude en termes de design et de rigueur. Et donc, les essais cliniques randomisés qui ont conduit à la mise sur le marché des essais, même si effectivement il y a des biais, mais ça fera l'objet certainement de d'autres auditions à mon avis plus tard, sont des designs en tout cas à fort niveau de preuve. Et dans ces études-là, il n'y en a pas eu 50 000. Il y a l'outcome, enfin le critère sur la contagiosité n'est pas évalué, c'est écrit noir sur blanc. Donc c'est juste ça. Après, on peut toujours trouver certainement des études pour justifier ce que l'on a envie de montrer. Moi, je m'appuie sur les données des industriels qui sont ceux qui commercialisent le produit. Et le critère de jugement principal, c'est l'infection symptomatique documentée, validée par PCR positif. Sur l'échappement, l'évolution virale. Donc, il faut bien voir que les coronavirus mutent et se recombinent, notamment avec des virus proches, dans de vastes réservoirs animaux, comme on le disait, et qu'il faut donc surveiller étroitement, d'où l'intérêt aussi de collaborer avec des vétérinaires. C'est ce que l'OMS appelle le One Health, c'est-à-dire une seule santé. C'est cette notion que santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes sont intimement liées. Donc ça, ce serait intéressant de surveiller aussi les réservoirs animaux. Et donc, il se crée en permanence des variants et des sous-variants.
C'est pour cela qu'il est illusoire de vouloir bloquer complètement ce processus, notamment par le biais de la vaccination. Donc la question, c'est comment éviter de favoriser par nos interventions les souches potentiellement problématiques au sein de ce vaste répertoire de mutants et de variants. Et donc c'est là que je faisais le parallèle avec les antibiotiques, c'est pas automatique. Mais donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que si la vaccination Covid, surtout si elle s'étend à de larges populations qui n'en ont pas forcément besoin au regard de leurs risques, ça risque d'induire ce qui est bien connu et ce qui s'appelle une pression de sélection. Après, bon, là, il faudrait rentrer dans des mécanismes sur Spike ou quoi, mais en gros, l'émergence de souches dominantes résistantes aux vaccins sous différentes conditions a été récemment simulée par des chercheurs français dans le cadre d'un modèle. Donc ça, c'est un modèle du CNRS. Et selon ce modèle, la stratégie optimale pour minimiser les dommages globaux de la pandémie consiste à focaliser la vaccination sur les personnes à haut risque de Covid-19 grave, afin de les protéger individuellement et efficacement, tout en évitant, et donc c'est votre question, de sélectionner et de faire circuler des souches résistantes à partir de vastes populations de personnes à faible risque. Donc ça, c'est une publication du CNRS de 2022. Et il y a également des données bioinformatiques et in vitro qui aussi ont annoncé ce phénomène déjà en 2021. Et il est désormais corroboré par une accumulation de données observationnelles montrant le développement et la circulation préférentielle de variants et de sous-variants résistants dans de vastes populations vaccinées, qui peuvent expliquer aussi des explosions d'incidence de variants en échappant immunitaire, même dans des régions à la couverture vaccinale qui est très élevée. Donc, d'où l'intérêt, en d'autres termes, traduction, de cibler, d'économiser cette ressource pour limiter aussi un échappement vaccinal qui peut s'observer. Et donc d'ailleurs, on a et de remettre aussi des vaccins à jour, comme on le fait pour la grippe, où chaque année, vous avez une anticipation qui peut parfois rater, mais qui essaye d'anticiper les variants qui vont circuler pour vacciner avant l'arrivée de l'agent infectieux les personnes à risque. C'est ce qu'on fait pour la grippe chaque année.